l'enseignement que je représente ici, explique qu'en fait, pour transformer le monde, l'endroit le plus sûr, l'endroit où on ne fait de pression sur personne, l'endroit où on ne veut pas convaincre qui que ce soit, donc l'endroit le plus sûr, c'est soi-même. Et à partir de ce changement, on peut éventuellement changer les autres si on en a le cœur, la volonté et la sagesse suffisantes. Et merci pour cette possibilité de nous réunir ici. Vous savez que souvent, on ne se rend pas compte qu'il y a des endroits sur Terre encore où se réunir de cette manière n'est pas possible, puisque les gens ne disposent pas d'une liberté suffisante, ni pour se réunir, ni d'ailleurs pour méditer, puisque leur préoccupation principale, c'est la survie pour manger, ou alors se protéger pour pas que les autres les tuent. Il y a des endroits sur Terre où c'est comme ça. Donc des fois, c'est bien de s'en souvenir pour voir que nous avons la chance de pouvoir venir ici et de parler du bonheur, de la réalisation de soi, de la double biographie de l'être humain, ce que nous allons un peu étudier aujourd'hui, et au-delà. Et ceux qui viennent régulièrement à nos ateliers de méditation savent que nous abordons des sujets très différents, avec l'objectif principal de nous transformer nous-mêmes, mais à partir d'une vision claire, et avec beaucoup de cœur, certains appellent ça l'amour. Quand j'ai réfléchi hier à ma structure de mon exposé aujourd'hui, je me suis dit je vais parler d'abord de la double biographie. Qu'est-ce que ça signifie? Lorsqu'on demande à quelqu'un, on va demander à Rachel par exemple, c'est notre cobaye préféré, si on lui demande de nous raconter ce qu'elle a fait depuis hier, on pourrait lui demander aussi comment elle a vécu sa vie, hein, mais bon, on va rester proche. Par exemple, depuis hier, qu'est-ce que tu as fait? Si on te demande de raconter ta vie depuis hier. Nous avons tous appris à décrire notre vie de cette manière-là. Ça veut dire, quand on demande qu'est-ce que tu as fait dans ta vie, on décrit les événements extérieurs. Oui? Ce qu'on a fait, qui on a rencontré, nos plaisirs, nos déplaisirs, etc., qui sont venus du monde extérieur. C'est comme ça qu'on raconte notre vie. C'est la biographie habituelle. Je suis né à tel endroit, j'ai eu tel parent, oui, tel grand-parent, des frères et sœurs, j'ai grandi dans telle ville, etc., etc. Mais il y a une autre manière de raconter sa vie. C'est raconter comment ces événements, ces rencontres, ce lieu de naissance, quel effet il a eu sur notre monde intérieur. Vous comprenez la différence? Par exemple, là, Rachel, elle nous dit hier, je suis allé chercher une amie, ou récupérer la voiture d'une amie. Elle pourrait rajouter, j'ai vu, je vais vous dire, quel effet ça fait sur moi. J'ai éprouvé une forme de contentement intérieur, et grâce à ça, mon corps a été détendu, ou alors je me suis crispé parce que j'avais peur de rater cette action, et j'ai eu tel type de pensée en lien avec cette action que je me suis engagé à faire, et à un moment, je me suis souvenu d'un traumatisme de l'enfance, oui, en lien avec cette action. Et puis à un moment, j'ai eu mal au ventre, parce que j'ai eu une émotion que j'ai pu identifier, un stress. Je me suis senti agressé. Ça veut dire on rajoute quelque chose de sa vie intérieure. Mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça? De prendre l'habitude, en fait, d'exprimer notre monde intérieur. Mais pour exprimer notre monde intérieur, il faut en devenir conscient. Vous comprenez le problème? Ça veut dire qu'il faut prendre l'habitude d'observer ce monde intérieur. Si vous n'avez pas l'habitude d'observer le monde intérieur, c'est comme s'il n'existait pas. C'est-à-dire qu'il est dans une forme de sommeil. Il se passe bien des choses, hein, mais quand on demande aux gens de raconter leur vie, ils racontent ce qui est dehors. Perception par les sens, oui, les yeux, les oreilles. Quand on mange des trucs intéressants, le goût,
l'odorat, le toucher, c'est le monde extérieur. Et ça, nous le partageons avec le monde animal. Les animaux aussi sont sensibles de ce point de vue-là. Il est très important de comprendre la différence. On va après regarder le lien aussi, mais dans un premier temps, la différence qu'il y a entre le monde extérieur et notre monde intérieur. Est-ce que vous comprenez ça? Ça a l'air, on a discuté tout à l'heure avec mon ami Jean-Paul, de notions de base, de l'enseignement. Ça a l'air totalement basique comme idée, ça. Mais c'est en approfondissant des notions comme ça que notre vie intérieure devient une réalité. Mais vous voyez, quelque chose devient réel, et ça c'est un concept de la mécanique quantique, quand on l'observe. Si tu n'observes pas un phénomène, ça n'existe pas. D'ailleurs, peut-être il y a des gens qui disent, moi j'ai pas de vie intérieure, j'ai jamais vu. Je connais pas. J'ai pas d'émotion. Bon, il y a des gens qui disent qu'ils n'ont même pas de pensée. J'ai déjà rencontré ça. Je me souviens, il y a très longtemps, j'avais fait une conférence à Nancy. J'étais tout jeune. Non, j'avais la même taille, mais j'étais beaucoup plus jeune. Et à la fin de la conférence, c'était sur la méditation, et le fait que quand on s'assoit en méditation, la première chose qu'on observe, à l'intérieur, si d'un seul coup on met une petite lumière comme ça à l'intérieur, c'est qu'il y a des pensées tout le temps. Non? Pour ceux qui méditent avec moi, ils le savent. Le flot de pensées ne s'arrête pas. Mais beaucoup de gens, ils sont tellement endormis de leur monde intérieur que même ça, ils pensent que c'est pas vrai. Voilà la réalité, par exemple, du mental de l'être humain. Mais pour beaucoup de gens, quand on leur dit ça la première fois, ils disent « mais non, c'est pas comme ça ». Et d'ailleurs, il y a même beaucoup d'êtres humains, parmi mes amis scientifiques, qui pensent avoir une grande maîtrise de leurs pensées. Ça fait partie des grandes illusions auxquelles on revient quand on commence à méditer. La pensée, la plupart du temps, surtout par rapport à notre monde intérieur, est très peu maîtrisée. Puisqu'il suffit qu'il y ait un événement extérieur, vous voyez, que tout de suite, on s'agace, on critique, on juge, alors qu'avant, on n'avait pas décidé de ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous appuie ici, comme un robot, un ordinateur, et hop, certains types de pensées, d'émotions sont générés en nous. C'est aussi une autre réalité de l'être humain, ça veut dire que son monde de pensée intérieure est très peu maîtrisé. Mais ça s'apprend. Alors bien sûr, il y a un lien entre le monde extérieur et le monde intérieur. Oui? Si vous rencontrez un ami qui vous est cher et que vous observez votre monde intérieur, vous voyez des pensées positives, vous avez des émotions, de chaleur, de joie, quoi d'autre? On regarde, moi quand je vous vois là, je suis enthousiaste de partager ce que j'ai compris. J'ai un mouvement donc de partage, de respect, de bienveillance. Voilà des émotions qu'on peut sentir quand on rencontre quelqu'un qu'on aime bien. Donc il y a un lien, oui. Et c'est intéressant de l'observer et de voir ce lien positif et même de le cultiver. Jusque-là, on est très mécanique, c'est-à-dire que si on rencontre un de ses amis ou quelqu'un qu'on aime bien, on voit que mécaniquement, les émotions que je viens de décrire se produisent en nous. Oui, et ça se fait automatiquement, oui. Ce qui est intéressant dans cet automatisme, qu'on juge plutôt positif, c'est d'en devenir plus conscient. Oui, pour l'ancrer d'autant plus, parce qu'on veut vivre à ce niveau, en tout cas pour ceux qui comprennent, par exemple, ce que je fais ici. Mais maintenant, il y a le revers de la médaille. Si je rencontre quelqu'un, genre Daniel, je n'ai pas du tout envie de le voir. Ça, c'était une plaisanterie, Daniel. On peut prendre des exemples concrets. Jusque maintenant, j'étais bien dedans, heureux de vous transmettre, et puis lui, il arrive. Et d'un seul coup, donc il appuie sur un autre bouton ici, et là, j'ai des pensées négatives, mais que je n'avais pas du tout décidé. Il m'agace, et je me souviens de notre prise de tête la fois dernière, et puis il veut toujours avoir raison, oui. Et puis il s'agite, il nous perturbe. Que des pensées que je n'ai pas décidées.
Parce qu'il y a un événement extérieur qui s'est produit là, et hop, ça génère en moi une autre mécanique, mais cette fois-ci négative. J'ai jamais rencontré un seul être humain qui n'a pas d'événement négatif dans sa vie. Hein. Ça existe peut-être, hein, mais je n'en ai jamais rencontré. Donc le problème c'est, est-ce que je me laisse manipuler par l'événement extérieur que je ne peux pas changer. Hein. Si Daniel a décidé de venir ce matin, c'est son choix. Et comme je suis un défenseur de la liberté, je lui laisse cette liberté. Mais où est-ce que ma liberté peut commencer? C'est de voir ce mouvement des pensées, là, le début. Et si je les vois, clairement, parce que j'ai l'habitude de me regarder à l'intérieur, c'est de dire stop. Je n'ai pas envie de voir mon monde intérieur être pollué par un événement extérieur, puisque j'ai envie d'être joyeux, enthousiaste, d'être dans le partage et la bienveillance. C'est ma décision de ce matin. Et pourquoi est-ce qu'un événement extérieur, d'un seul coup, m'oblige, m'impose, et donc me met en prison pour aller dans un mode que je n'ai pas décidé? Vous voyez ce que je veux dire? Et la très grande majorité des êtres humains que nous sommes, nous avons l'habitude de fonctionner comme ça, et la plupart des êtres humains avec qui j'ai discuté trouvent même que c'est normal. Mais ce n'est pas normal du tout. Si on veut devenir libre, si on veut être comme une machine, on dit bon, selon les événements extérieurs, il y a un truc agréable, mécanique positive, il y a un truc désagréable, mécanique négative. Vous voyez ? Alors le premier mouvement, par exemple, d'agacement, de colère, on ne peut pas le changer tout de suite, d'accord? Ça c'est un fait, d'ailleurs quand on l'observe, on voit, hein, ça monte. Bon, c'est pas doux, hein, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ce qu'on peut faire, c'est ne pas alimenter l'émotion, surtout la pensée dans un premier temps, de critique, de jugement, etc. C'est de ne pas alimenter ça. Et quand on fait ce travail, sans refouler bien évidemment, hein, on voit que le corps se détend, que les émotions négatives ne suivent pas, et on commence à sentir le parfum de la liberté intérieure. C'est-à-dire que malgré les événements non agréables qui arrivent, dedans, j'arrive à une forme de maîtrise grâce à la conscience, grâce à l'observation de moi-même. C'est comme si notre état d'être, à l'intérieur, attirait petit à petit des événements qui sont en résonance avec notre état intérieur. Et donc, de manière très étonnante, mais c'est facile à comprendre, hein, si vous faites l'effort intérieurement d'être joyeux, ouvert, réceptif, eh bien vous allez rencontrer de plus en plus souvent des gens joyeux, ouverts, réceptifs, vous voyez, qui sont des amis. Dit autrement, si vous vous comportez comme un ami, quelqu'un vous savez, qu'on peut aimer, hein, eh bien les autres, souvent, petit à petit, vont reconnaître cette qualité en vous et ils vont devenir petit à petit des amis. Vous comprenez? Mais si vous ne vous comportez pas comme un ami, quelqu'un qui veut s'isoler, quelqu'un qui fait la gueule, selon ses humeurs, ne vous étonnez pas que dans votre vie, vous ayez de moins en moins d'amis. Vous voyez, c'est-à-dire que nous avons tout un tas d'influences qui agissent sur notre monde intérieur, mais la question c'est, est-ce que je me laisse manipuler ou est-ce que je deviens libre? Et ça, c'est notre travail. Et ce travail, on le fait en particulier de manière plus intensive lors des moments de méditation. Lors des moments d'étude, comme nous faisons maintenant ensemble, où on essaye de manière un peu concentrée de comprendre ces phénomènes, qui sont des phénomènes très concrets. Hein. Oui, je vous parle en fait de notre vie. Là. Oui? Donc voilà sur le premier point. Et la proposition pour ceux qui viendront dans 2 semaines, ou ceux qui viennent toutes les semaines aux ateliers de méditation, l'exercice que je vous propose est le suivant. Pour la fois prochaine qu'on se voit, sur un bout de papier, là, il y en a qui prennent des notes aujourd'hui, essayez de raconter un des événements qui vous a marqué dans la semaine, en indiquant d'abord la situation extérieure, vous voyez, les événements extérieurs,
Et ensuite, comment vous avez réagi intérieurement, en termes de pensée, d'émotion et d'action, de tension, etc. Les deux. Et dans certains groupes que je connais depuis longtemps, on fait ça depuis des années, des dizaines d'années. On se raconte des choses de notre vie en décrivant la situation extérieure et ensuite en décrivant comment notre monde intérieur a réagi à ça. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, quand on est dans un processus d'évolution, donc sur un chemin, on peut rajouter la deuxième partie. C'est qu'est-ce que j'ai mis en place pour ne pas me laisser entraîner dans la mécanique que je ne voulais pas. Mécanique négative en particulier. J'ai fait un stop, je me suis redressé, j'ai pris conscience de ma respiration, je me suis détendu. Ou alors la pensée de peur, pensée émotion, hein, c'est un peu mélangé. Je l'observe un peu, je regarde à quoi elle ressemble. Où est-ce qu'elle agit dans mon corps? Est-ce que ça tend mes épaules? Est-ce que ça me fait une boule au ventre? Vous voyez? C'est rentrer dans l'observation de soi-même, et c'est quelque chose qui est très précis. Et éventuellement, quel principe d'un enseignement je mets en place? Exemple, je ne manifeste pas mes émotions négatives. Ou alors, je souris au premier que je rencontre, je montre les dents. Je me détends. Ou si vraiment j'ai des pensées obsédantes, je répète un mot-clé, oui, ou je chante une stance, plutôt que de laisser des pensées stupides habiter ma conscience, eh bien, je chante une chanson, oui, une stance, ce que vous voulez. C'est faire quelque chose librement et consciemment qui correspond à son aspiration, mais à partir d'une perception claire de ce qui se passe en moi. La question du bonheur. Normalement, tous les êtres humains que j'ai croisés, ils ont envie d'être heureux. Et donc, comment on fait pour être heureux? C'est mon épouse, elle m'a ramené ça hier. Parce qu'elle s'est dit, mon mari, il garde ma fille pour me permettre de faire un stage de yoga de Samara. Donc, elle me donne ça hier soir. Vous voyez? Et ça, c'est la manifestation de quel grand sentiment? La gratitude. La gratitude. C'est le premier secret du bonheur, en effet. C'est d'essayer le plus souvent possible d'être dans le présent. Mais en lien avec ce que j'ai expliqué juste avant, c'est prendre l'habitude, et c'est un entraînement, de s'observer. Parce que si vous ne vous observez pas, vous ne vivez pas dans le présent. Parce que notre conscience est ainsi faite que si vous ne mettez pas l'énergie dans la perception du présent, alors, parce qu'on a tout le temps des pensées, il y a des pensées vers le passé, qui viennent du passé si vous voulez, comme il dit Bouddha, ne regrettez pas le passé, souvent c'est des regrets, j'aurais pu faire autrement, ou si j'avais fait ceci et cela, vous voyez? Vous voyez le genre de pensées qui viennent du passé? Et puis, ne spéculez pas sur l'avenir, disait le Bouddha. Parce que si on ne s'observe pas, si on ne met pas toute l'énergie dans le présent, effectivement, il y a des pensées pour demain. Vous voyez? On est dans le domaine de la psychologie. Hein. Bouddha, vous savez, il était très intelligent. Hein. Il ne dit pas, il ne faut pas que vous réfléchissiez à vos projets. Il y a des moments où on réfléchit à ses projets pour demain. Mais c'est un moment qu'on décide. Je dis maintenant, pendant 20 minutes, je réfléchis à mes buts, à mes projets, etc. Mais le problème que nous avons, nous, c'est que nous pensons à nos projets en même temps que je rencontre Sandra. Et que là, normalement, intérieurement, j'essaie d'être présent, simplement ouvert à elle, pour la percevoir, pour écouter ce qu'elle a à me dire. Or, souvent, pendant qu'on rencontre quelqu'un, eh bien, on pense à demain, ou alors il y a des pensées du passé qui viennent. Et là aussi, on laisse passer et on revient. Et ça, c'est le travail de la méditation. Vous voyez? C'est je laisse tout passer. Mais ne croyez pas que ce soit simple, hein, puisque les pensées, là, veulent s'imposer à la fois du passé et vers le futur. Et Bouddha, s'il a laissé ce genre de citation, hein,
qui est probablement un des esprits les plus sages que la Terre ait porté, il le savait très bien. Et c'était déjà vrai à l'époque. Bouddha, c'était pas hier, c'était quelques milliers d'années. Et donc c'était déjà le même problème. Comment je fais pour être présent? Et effectivement, vous voyez, alors on parle là de méditation, de conscience, donc d'un chemin spirituel, un chemin vers soi-même. Mais en réalité, ce premier secret correspond à un secret du bonheur. Ça veut dire que si tu veux être heureux, maintenant, occupe-toi du présent. Occupe-toi de ceux qui sont autour de toi. Oui, fais juste ce qui est devant toi. Et d'ailleurs, de notre point de vue, les deux, vous allez voir, sont tout le temps connectés. Ça veut dire que quelqu'un qui avance vraiment sur un chemin réel sur soi-même, c'est quelqu'un qui devient de plus en plus heureux. Ça se voit sur son visage, sur sa manière d'être, d'ouverture aux autres, etc. L'autre chose dont nous avons parlé tout à l'heure, qui est un des secrets du bonheur, c'est ne plus laisser sa vie intérieure être manipulée par les événements extérieurs. Le corollaire à ça, c'est ne pas croire que les événements extérieurs créent mon bonheur intérieur. Vous voyez ? Or, à notre époque, ceci est très fort, à cause des conditionnements publicitaires, sociétés de consommation. On veut nous faire croire qu'on va être heureux si on a une plus grosse voiture, si on a une plus grande maison, si on peut partir souvent en vacances. Vous voyez ? Si les autres sont gentils autour de nous. Nous, on ne parle pas de nous. Si on n'est pas malade. Et le secret du bonheur est le suivant, c'est que arrêtons de faire dépendre notre bonheur intérieur, notre sérénité, notre clarté, des événements extérieurs. Alors il y a un autre corollaire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas acheter une grosse voiture, si vous avez les moyens, achetez une grosse voiture. Ou mieux, si vous avez les moyens, achetez-vous une grosse voiture et achetez une petite voiture à votre voisin qui n'a pas les moyens. Parce que là, vous êtes dans le partage. Vous voyez ? Et ça devient un peu plus intéressant, parce que si vous vous servez que vous-même, vous voyez, c'est l'avidité, c'est l'égocentrisme qui est nourri. Dernier point, donc lié au cœur, je le remontre encore une fois, parce que c'est quand même beau, un cœur rouge. Rumi, un sage du soufisme, vous savez, qui est à l'origine des derviches tourneurs, vous connaissez peut-être Rumi, un poète, mais c'était un sage aussi. Il a dit, en lien avec la gratitude, je ne vais pas transformer sa phrase, la gratitude, c'est le paradis lui-même. Donc pour ceux qui sont intéressés par le paradis, vous voyez, pas le paradis sur terre, mais le paradis à l'intérieur, la proposition c'est de cultiver la gratitude le plus souvent possible. La gratitude pour tout ce que nous avons la chance d'avoir, tout ce que nous avons la chance d'être, toute la journée. Et la gratitude, vous savez, c'est toute la journée. La gratitude pour la vie, la gratitude pour avoir ses deux mains encore, parce qu'il y a des gens qui n'ont plus de mains, pour avoir ses deux jambes, parce qu'il y a beaucoup d'enfants et d'hommes qui n'ont plus de jambes, parce qu'ils ont eu la mauvaise idée de marcher sur des endroits où il y avait des mines antipersonnelles. C'est une super invention des êtres humains. Voilà, parce qu'il y a des gens, nous, on ne se rend pas compte, tous les matins on a les deux jambes et on dit, bon, c'est normal quoi. On peut être en gratitude, d'être en santé, d'avoir des amis, d'avoir une maison, d'avoir une voiture, d'avoir un travail, d'avoir des beaux enfants, toute la journée, d'avoir à manger. Pour l'instant, l'air est gratuit, de pouvoir respirer, de pouvoir partager des enseignements. La gratitude, c'est toute la journée. Et plus vous cultivez la gratitude, plus vous verrez que la vie est belle. Et ça va renforcer les deux autres choses dont nous avons parlé, la possibilité d'être conscient de soi-même et la compréhension que les événements du monde extérieur ne vont pas influencer ce que je décide d'être à l'intérieur, mes aspirations, ce que vous appelez être soi. Mais le soi, ça demande à être défini, bien évidemment. Parce que c'est quelqu'un qui ne s'est jamais observé, il ne sait pas ce que c'est soi. Beaucoup de gens, par exemple, pensent que soi, c'est un retour à la nature, c'est de vivre comme un animal. Vous voyez ? Donc il faut définir ce que c'est soi. Nous, dans un enseignement spirituel tel que je représente ici, le soi, c'est notre essence qui a des qualités particulières, que je rappelle encore une fois, qui sont l'amour, la compassion, la joie, la sérénité et la clarté. Ça, c'est un début de définition. Ce n'est pas complet,
Vous voyez, bon, il y a en fait tout, hein, mais les mots ne décrivent pas la réalité complète de ce que c'est. Mais ça permet d'avancer vers ce que ça peut représenter. Vous savez, je suis bien conscient que la difficulté que nous avons, c'est par exemple, après vous allez partir d'ici, et il y a un événement qui va se produire, c'est sûr qu'il va se produire, hein, c'est passé aujourd'hui ou demain, qui n'est pas agréable pour vous. Eh bien, il va y avoir un mouvement, vous voyez, une forme de réactivité intérieure qui va se mettre en place. Et cette réactivité, d'ailleurs, vous indique qui vous êtes exactement. Hein, pour ceux qui ont des illusions sur leur niveau d'évolution, ils vous disent, cette réactivité vous dit, voilà ce que tu es dans ta réactivité. Et donc, on l'accepte dans un premier temps, Corinne, j'accepte cette réactivité. Ça peut durer quelques secondes ou une fraction de seconde. Et après, qu'est-ce que je fais avec cette réactivité? Je la laisse s'exprimer, je laisse des pensées négatives, toi, des émotions, je commence à déprimer, je me mets en colère, je vais crier, je vois, qu'est-ce que vous faites encore? Je me tends, ouais. Je sais pas quoi encore. Ou est-ce que je décide d'être libre? Je me prends en main, je dis, je vois la réactivité, je ne la refoule pas, je la vois clairement, parce que je suis dans ce processus d'observation de moi-même. Et si je sens un mouvement de tension, je me redresse et je me détends. Ce simple fait, vous pouvez faire maintenant si vous voulez, hein. Ça change la vie des gens. Redressez la colonne vertébrale et prenez simplement conscience de votre respiration. Ça commence toujours comme ça. Et par exemple, si vous ne mettez pas ça en place, vous voyez, le plus souvent possible dans votre vie, quand vous marchez, quand vous rencontrez quelqu'un, et surtout pour vous préparer le jour où quelque chose de désagréable va vous arriver, vous n'arriverez pas à le faire. Vous serez emporté par votre dimension animale, conditionnée, celle qui a souffert, celle qui a eu des expériences traumatisantes, et vous allez faire comme ça, vous allez faire comme ça. Et donc l'action ne sera pas adaptée. Oui, vous allez rajouter en fait de la douleur à la douleur. Déjà quelque chose de désagréable. Hein, et après, on a des émotions négatives. Et on se met en colère. Et le cœur bat plus vite. Et des fois, il s'arrête. Hein, il dit j'en ai marre. Crise cardiaque. Plus vous vous préparez dans la méditation aux 3 secrets du bonheur que j'ai expliqué ce matin, plus face aux situations difficiles, vous resterez comme un être humain, droit, détendu, dans une forme de clarté, et vous saurez comment agir.